Dans les quartiers oubliés de Belleville, où les murs décrépits racontent des histoires de misère, le millionnaire Antoine Dubois entra par erreur dans une maison délabrée en cherchant un abri de la pluie de novembre. Dans le coin le plus sombre, une fillette de 8 ans cousait à la lueur vacillante d'une bougie, ses petites mains tremblant de froid tandis qu'elle brodait sur un morceau de tissu. Quand il demanda ce qu'elle faisait, la petite leva ses yeux fatigués et répondit avec une simplicité dévastatrice. « Je coude des sachets pour la boutique. Si j'en finis 10 ce soir, demain nous aurons du riz pour dîner. » Le cœur de pierre du millionnaire se brisa à cet instant. Il ne savait pas encore que cette fillette, Amélie, changerait à jamais le cours de 2 vies entrelacées par le destin. La pluie de novembre fouettait Paris avec une fureur inhabituelle ce soir-là. Ce n'était pas le Paris des cartes postales touristiques, mais le vrai et cru de Belleville, où l'espoir meurt jeune entre ruelles boueuses et maisons vétustes. L'eau transformait les rues en torrents, tandis que le ciel déversait sa colère sur les toits de tôle ondulés. Antoine Dubois, 52 ans de succès bâti sur la solitude, maudissait en silence la Mercedes qu'il avait trahie précisément dans ce quartier maudit. Son chauffeur était parti chercher de l'aide, le laissant seul dans un territoire qu'il n'avait jamais observé qu'à travers les vitres blindées de ses voitures de luxe. Le costume à 5 000 € se trempait tandis qu'il cherchait désespérément un refuge. La porte entrebâillée de la masure habitée apparut comme un mirage. Sans réfléchir, il s'y glissa. L'impact avec la misère fut violent. L'odeur de moisissure et de désespoir le frappa, tandis que ses yeux, habitués au marbre et aux cristaux, peinaient à s'adapter à l'obscurité. C'est alors qu'il la vit. Dans le recoin le plus reculé, où l'eau de pluie n'arrivait pas encore, une fillette était assise sur une caisse retournée. À peine 8 ans, cheveux blonds sales attachés tant bien que mal, une robe qui était plus de rapiessage que de tissu original. Mais ce furent ses mains qui captivèrent Antoine, de petites mains qui se mouvaient avec une précision chirurgicale, guidant une aiguille à travers un tissu blanc à la lumière tremblotante d'une bougie mourante. La fillette n'avait pas remarqué l'intrus, complètement absorbée par son travail. À côté d'elle, une pile de sachets déjà terminés témoignait d'heures de labeur. Antoine resta paralysé devant cette scène d'un autre siècle. En 2023, au cœur de la France, une enfant travaillait comme au 19e siècle. Un tonnerre brisa l'enchantement. La petite leva les yeux et, au lieu de s'effrayer, inclina la tête avec une curiosité innocente. Sa voix frêle mais ferme demanda s'il s'était perdu. Antoine, soudain conscient du contraste grotesque entre son luxe trempé et cette misère sèche, balbutia quelque chose sur la pluie et la voiture en panne. La fillette acquiesça avec le naturel de celle qui est habituée à l'absurde et retourna à son ouvrage. L'aiguille entrait et sortait de façon hypnotique, tandis qu'Antoine, attiré par une force qu'il ne savait expliquer, s'approcha prudemment. « C'était des sachets pour la boutique d'épices », expliqua-t-elle sans lever les yeux. 10 sachets, 50 centimes pièce, 5 € pour des heures de travail minutieux. Antoine sentit quelque chose se briser en lui, tandis que la fillette énumérait avec détachement ses travaux. Sachets, broderies, boutons, selon les besoins. À la question sur l'école, pour la première fois, les petites mains s'arrêtèrent. Le regard qu'elle lui adressa avait trop vu pour ses 8 ans. L'école était un luxe pour ceux qui pouvaient se permettre livres, chaussures, le privilège de ne pas travailler pour manger. Le silence qui suivit pesait comme une chape tandis qu'Antoine absorbait les détails de ce qu'on pouvait généreusement appeler un foyer. Un matelas dans le coin couvert de haillons, une caisse comme table, aucun signe de civilisation moderne, ni eau, ni lumière, ni chaleur. La fillette vivait avec sa mère qui nettoyait des bureaux la nuit, rentrant à l'aube. Amélie, c'était son prénom qu'Antoine chérirait comme un trésor, reprit la couture de ses doigts agiles malgré le froid qui devait les engourdir. Il en manquait 4, dit-elle quand il demanda. Si elle les finissait avant minuit, le lendemain, elles auraient l'argent pour le riz. Peut-être aussi un peu d'huile, ajouta-t-elle avec cet espoir timide de celle qui n'ose trop demander à la vie. Ce fut cette phrase, prononcée avec le naturel de celle qui ne connaît pas d'alternative, qui brisa définitivement Antoine Dubois.
L'homme qui avait bâti des empires sans jamais vaciller sentit ses yeux brûler de larmes jamais versées. Une fillette de 8 ans qui cousait dans la nuit pour gagner son riz, dans son Paris, dans son 2023. Il s'assit lourdement sur une caisse sans se soucier du costume déjà gâché. Amélie le regarda perplexe quand il demanda s'il pouvait aider. Savait-il coudre par hasard? Le presque rire qui lui échappa fut amer. Non, il ne savait pas coudre, mais il pouvait lui tenir compagnie, lui raconter une histoire. Les yeux de la fillette s'illuminèrent comme des étoiles. Une histoire. Elle n'en entendait plus depuis que papa... La phrase mourut non dite mais lourde dans l'air humide. Ainsi Antoine commença-t-il à narrer des princesses courageuses et des royaumes à sauver tandis qu'Amélie cousait, un petit sourire qui apparaissait et disparaissait sur le petit visage fatigué. 2 heures plus tard, quand le chauffeur le retrouva, il était encore là, veillant sur une fillette qui terminait le dernier sachet de la soirée. Avant de partir, il vida ses poches de tout l'argent liquide qu'il avait, le posant silencieusement, tandis qu'Amélie s'était endormie l'aiguille encore en main. Mais tandis que la Mercedes le ramenait vers son monde doré, Antoine savait que quelque chose s'était brisé et recomposé différemment en lui. L'image de ses petites mains qui cousaient pour le riz ne le quitterait plus jamais. Mais Antoine Dubois n'était pas du genre à se laisser tourmenter par les fantômes. Il était du genre à les affronter. 3 nuits d'insomnie plus tard, Antoine retourna à Belleville avec une détermination qui effraya même son chauffeur. Ce n'était plus un hasard, mais une mission. Il avait enquêté, découvrant des chiffres qui l'avaient écœuré, des milliers d'enfants français sous le seuil de pauvreté, beaucoup contraints au travail. Mais ce n'étaient pas les statistiques qui l'obsédaient. C'était un visage précis, 2 mains précises, une histoire précise. Quand il frappa à la porte bancale, ce fut Céleste qui ouvrit. 30 ans qui en paraissaient 50, les mêmes yeux qu'Amélie, mais éteints par trop de vie. Elle le toisa avec la méfiance de celle qui a appris que des riches ne vient jamais rien de bon. Antoine se présenta, mentionna la rencontre avec Amélie. Céleste remarqua l'argent encore intact sur la table. Elle n'acceptait pas l'aumône, dit-elle avec une fierté qui coûtait cher. Ce n'était pas l'aumône, protesta-t-il, c'était de la gratitude pour l'abri, pour les histoires écoutées. Amélie émergea de l'obscurité comme un petit fantôme, le visage qui s'illumina en le reconnaissant. Le monsieur des histoires. La méfiance maternelle s'adoucit imperceptiblement voyant la joie authentique de la fille. Antoine formula sa proposition avec soin. Pas de charité, du travail. Il cherchait du personnel pour le ménage dans son entreprise. Horaires de jour, contrats réguliers, cotisations. Et une crèche d'entreprise où Amélie pourrait rester puis aller à l'école. Pas de la charité, mais de l'opportunité. Le silence qui suivit était dense de soupçons. Céleste cherchait le piège, le prix caché que les riches exigent toujours. Pourquoi? La question simple exigeait une réponse complexe. Antoine choisit la vérité. Il avait bâti un empire mais n'avait personne avec qui le partager. Il avait vécu 52 ans sans voir la vraie ville dans laquelle il habitait. Et une fillette qui cousait pour le riz lui avait ouvert les yeux sur ce qui était inacceptable, inhumain. Céleste continuait de l'étudier. Que voulait-il en échange? Rien, répondit-il, juste savoir qu'Amélie allait à l'école au lieu de coudre dans la nuit. Ce fut la fillette qui brisa l'impasse. Avec la logique désarmante de l'innocence, elle prit la main de sa mère et déclara que Monsieur Antoine était bon. Elle le sentait. Céleste promit d'y réfléchir, prit la carte de visite d'une main légèrement tremblante. 2 jours plus tard, le téléphone sonna. La voix de Céleste était incertaine mais déterminée. Elle était prête à voir cette entreprise. Le premier jour chez Dubois Industries fut un calvaire pour toutes les deux. Céleste, ponctuelle et volontaire, se heurtait au regard soupçonneux de collègues qui flairaient le piston. Amélie, à la crèche d'entreprise, ressemblait à un petit poisson dans un océan de requins bien habillé. Les autres enfants, avec leurs cartables de marque et leurs goûters élaborés, tandis qu'elle serrait le petit sac de tissu qu'elle avait cousu, avec juste du pain dedans. Du haut de son bureau, Antoine observait par les caméras son expérience sociale échouer lamentablement.
Il avait sous-estimé la cruauté du monde, qui ne résidait pas seulement dans la pauvreté, mais aussi dans le jugement impitoyable de ceux qui s'en sortent mieux. Voir Amélie manger seule dans un coin le poussa à l'action. Il descendit de son Olympe, créant du remue-ménage parmi les employés peu habitués à le voir dans les bas-fonds de l'entreprise. Il entra dans la crèche et appela Amélie, qui s'illumina en le voyant. Il sortit 2 pains au chocolat. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, comme devant un trésor. Ils s'assirent ensemble tandis qu'il racontait son enfance pauvre, du père pêcheur en Bretagne, des nuits de faim quand la mère était avare. Amélie l'écoutait incrédule. Lui aussi avait été pauvre. La révélation attira d'autres enfants, curieux. Antoine transforma habilement la honte d'Amélie en fierté. Elle était une artiste à l'aiguille et au fil savait faire des choses extraordinaires. En quelques minutes, la fillette se retrouva entourée de camarades fascinés, la glace brisée par la curiosité enfantine. Au service ménage, pendant ce temps, Antoine interrompit le chœur de chuchotements malveillants. Il annonça à voix haute que Madame Moreau avait des compétences gâchées. Elle s'y connaissait en comptabilité, avait de l'expérience. Dès demain, elle serait formée comme assistante comptable. Même salaire de départ, mais possibilité d'évolution. Le silence, stupéfait, fut une musique à ses oreilles. Celui qui avait des problèmes avec ses décisions pouvait s'adresser directement à lui, ajouta-t-il d'un ton qui n'admettait pas de réplique. 6 mois plus tard, la transformation était complète. Amélie fréquentait régulièrement l'école, avait des amis, riait. Elle ne cousait plus la nuit mais dessinait et jouait. Céleste s'était révélée excellente dans son nouveau rôle, promue 2 fois au mérite pur. Mais la transformation la plus profonde était celle d'Antoine. Les déjeuners hebdomadaires avec elle étaient devenus le rendez-vous qui l'attendait avec le plus d'impatience. La fillette qui cousait pour le riz avait ouvert une brèche dans le mur autour de son cœur, brèche qui s'élargissait chaque jour. Ce fut lors d'un de ces déjeuners qu'Amélie, avec la franchise dévastatrice des enfants, déclara qu'Antoine était triste. Il avait les yeux tristes comme maman quand papa était mort. Acculé par la vérité enfantine, Antoine avoua. Il avait tout mais il n'avait rien. Maison, entreprise, compte en banque, mais il rentrait chaque soir dans une maison vide, sans personne à qui raconter sa journée, sans famille. Le silence qui suivit fut brisé par Amélie qui se leva, fit le tour de la table et l'embrassa. Une étreinte petite mais puissante, suivie de mots simples. Maintenant il avait une famille. Elles étaient sa famille. Le destin mit cette nouvelle famille à l'épreuve quand Céleste s'effondra du stress accumulé en années de privation. Antoine reçut l'appel au bureau et courut à l'hôpital comme un fou, trouvant Amélie petite et effrayée dans la salle d'attente. La fillette courut dans ses bras en murmurant sa peur. Il promit qu'il était là, qu'il serait toujours là. Et à ce moment-là, il comprit que c'était vrai. Pendant la convalescence de Céleste, Amélie resta dans la demeure d'Antoine. La demeure, toujours vide et silencieuse, se remplit soudain de vie. Rires, courses, dessins collés partout. Le personnel domestique, d'abord scandalisé, tomba amoureux de la petite qui apportait du soleil dans cette maison d'ombre. Antoine découvrit ce que signifiait être père. Les soirées n'étaient plus consacrées au travail, mais aux devoirs, aux comptes, aux échecs. Amélie lui apprenait à vivre tandis qu'il lui enseignait le monde. Un soir, en l'abordant, il lui révéla qu'il avait compris qui était la princesse de ses histoires. C'était elle, Amélie, qui avait sauvé son royaume vide. Quand Céleste se remit, Antoine fit la proposition qu'il méditait depuis des semaines. Il voulait qu'elle s'installe définitivement dans la demeure. Ce n'était pas de la charité, mais de la nécessité. 20 pièces vides étaient un scandale. Elles avaient besoin de stabilité. Lui avait besoin d'elle. C'était de la famille, insista-t-il quand Céleste protesta. Le mot résonna dans le salon comme une promesse et un défi. Amélie intervint avec sa logique désarmante. Tous étaient seuls avant. Ensemble, ils ne l'étaient plus. La simplicité de la vérité convainquit Céleste plus que n'importe quel discours. Elle posa ses conditions. Elle continuerait à travailler, paierait un loyer symbolique, garderait son indépendance. Antoine accepta tout.
trop heureux pour discuter les détails. La demeure se transforma. Les couloirs silencieux résonnèrent de vie, la cuisine stérile embauma du pot-au-feu dominical, le jardin parfait accueillit balançoires et potagers improvisés. Antoine changea aussi au travail, instituant des programmes d'aide pour employés en difficulté, bourses d'études, crèches d'entreprise partout. Un an après cette première rencontre, par une soirée d'été, assis dans le jardin tandis qu'Amélie jouait, Antoine trouva le courage. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il avoua être tombé amoureux de Céleste. Elle ne parut pas surprise. Amélie le lui avait dit des mois plus tôt, remarquant ses yeux en cœur. Malgré la tension, ils rirent tous deux de la perspicacité enfantine. La vraie question était quoi faire de ce sentiment. Antoine n'avait pas de réponses élaborées, seulement des certitudes simples, elles avaient rendu sa vie digne. Il ne voulait pas les perdre, il voulait se réveiller chaque matin en les sachant là. Céleste prit sa main d'un geste qui valait plus que 1000 mots. Elles iraient doucement, pour Amélie, pour eux, mais il y avait un avenir à explorer ensemble. 2 ans plus tard, la chapelle de la demeure accueillait un mariage qu'aucun des présents n'oublierait jamais. Pas pour le faste, Céleste avait insisté pour une cérémonie intime, mais pour l'émotion palpable qui imprégnait chaque instant. Amélie, maintenant âgée de 10 ans, portait les alliances avec la solennité de celle qui sait avoir été l'architecte invisible de cette union. C'était elle qui avait vu au-delà des barrières sociales, au-delà des différences abyssales, unissant 2 solitudes en une famille que personne n'aurait pu imaginer. La fillette portait une robe brodée main. Elle avait voulu la coudre elle-même, avec l'aide des couturières les plus expertes de Paris qu'Antoine avait fait venir. Mais à certains endroits, on voyait ses points à elle, légèrement irréguliers mais chargés d'amour. C'était sa manière d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Antoine avait insisté pour adopter légalement Amélie avant le mariage. Les papiers étaient prêts depuis des mois, mais ce fut la fillette qui posa une condition inattendue qui émut tout le monde. Elle voulait garder le nom du père mort, à côté du nouveau. Ainsi devint-elle Amélie Moreau-Dubois, pont vivant entre le passé de douleur et l'avenir d'espoir, entre le père qui l'avait aimé et était parti trop tôt, et celui qui l'avait choisi et resterait. La transformation de l'Empire du Bois avait été radicale et systématique. Chaque entreprise du groupe se vantait maintenant de programmes révolutionnaires de soutien aux familles en difficulté. Pas de l'aumône déguisée, mais des opportunités concrètes. Crèches d'entreprise gratuites, bourses d'études complètes, prêts sans intérêt pour urgence familiale, programme de formation pour mères célibataires. La Fondation Amélie, non choisie par Antoine contre les protestations gênées de la fillette, était devenue un phare d'espoir pour des milliers de familles. Elle ne se contentait pas de distribuer de l'argent, mais créait des parcours de renaissance. Ateliers où des mères désespérées apprenaient des métiers, centres d'études où des enfants comme Amélie l'avaient été pouvaient étudier au lieu de travailler, cantines qui garantissaient au moins un repas chaud par jour. Mais le vrai miracle, celui qu'aucun journal économique n'arrivait à saisir dans ses analyses, se produisait chaque soir entre les murs de cette demeure plus jamais vide. Antoine rentrait ponctuel à 6 heures, lui qui vivait avant au bureau, pour trouver des scènes de normalité extraordinaires. Céleste au fourneau, préparant des dîners simples mais faits avec amour, Amélie faisant ses devoirs sur la grande table de la cuisine au lieu de dans sa chambre, parce que j'aime entendre les bruits de la famille. Elles dînaient ensemble en se racontant la journée dans les moindres détails. Antoine découvrait le plaisir d'écouter les petits drames scolaires d'Amélie, les conquêtes professionnelles de Céleste, qui était devenue directrice administrative. Elles écoutaient ses batailles d'entreprise, maintenant de plus en plus orientées vers le social, lui offrant des perspectives que sa vie précédente ne lui avait jamais permis de voir. Les week-ends étaient sacrés, aucun engagement de travail, que de la famille. Escapades à la mer l'hiver, quand les plages étaient désertes et qu'Amélie pouvait courir libre. Visites de musées où la fillette stupéfiait les guides par ses questions acérées. Mais surtout,
Retour régulier à Belleville, car Amélie avait imposé une règle de fer, ne jamais oublier d'où elle venait. Lors de ses retours, Antoine voyait la fille adoptive se transformer. Dans les quartiers riches, elle était une fillette normale, vive mais posée. À Belleville, elle devenait un petit général, organisant des distributions de vêtements et de nourriture, traînant le père parmi les familles nécessiteuses, traduisant leur réalité en actions concrètes qu'il pouvait mettre en œuvre. « Papa !» lui dit-elle un jour tandis qu'elle visitait une famille avec 3 enfants dans une pièce. « Toi, tu as l'argent, mais moi j'ai les yeux. Moi, je vois ce qui manque vraiment parce que j'y ai été. Ensemble, on peut faire des miracles. » Et des miracles, elles en faisaient. Comme quand elles transformèrent un hangar abandonné en centre, où les mères pouvaient laisser les enfants pendant qu'elles travaillaient, avec des bénévoles qui aidaient aux devoirs et enseignaient des métiers. Ou quand elles créèrent un programme de microcrédit qui permettait aux familles de monter de petites affaires sans tomber dans les mains des usuriers. Amélie grandissait brillante, mais les pieds bien sur terre. À l'école, elle excellait dans toutes les matières, mais sa vraie passion restait la couture, pas par nécessité maintenant, mais par art. Ses mains, qui avaient tremblé de froid en cousant pour survivre, créaient maintenant de la beauté pour le plaisir de créer. Elle enseignait la couture aux camarades, au centre d'études, patiente avec celles qui n'avaient pas sa dextérité naturelle. Elle organisait des marchés caritatifs où elle vendait leurs créations, donnant toutes à la fondation. Les mères des camarades, d'abord snobs envers cette parvenue, finissaient conquises par sa sincérité et la profondeur cachée sous l'apparence enfantine. Ce fut par une soirée d'automne, 5 ans après cette première rencontre, qu'arriva le moment qui cristallisa tout le parcours. Antoine et Céleste trouvèrent Amélie dans sa chambre, penchée sur quelque chose à la lumière de la lampe de bureau. Pour un instant terrible, Antoine revit cette première nuit, la bougie, le froid, le désespoir. Mais quand Amélie leva les yeux, elle souriait radieusement. Elle brodait leurs initiales entrelacées sur un mouchoir de lin très fin. A, C et A, unis dans un motif élégant qu'elle avait dessiné elle-même. La fillette se leva et tendit le mouchoir à Antoine d'un geste solennel. Il remarqua qu'elle avait choisi de travailler à la lumière de la lampe au lieu d'allumer le plafonnier et comprit. C'était sa manière d'honorer le passé tout en célébrant le présent. « Je sais que tu as des tiroirs pleins de mouchoirs chers, » dit Amélie avec ce mélange de sérieux et d'ironie qu'elle avait perfectionné en grandissant. « Mais celui-ci est différent. Quand je cousais pour le riz, chaque point était survie. Maintenant, chaque pointe est amour. C'est ma façon de te dire merci de m'avoir sauvé. »« Tu te trompes, » répondit Antoine d'une voix brisée par l'émotion, serrant le mouchoir comme le trésor qu'il était. « C'est toi qui m'as sauvé. » Ce mouchoir devint son talisman. Il le portait toujours sur lui, à chaque réunion importante, à chaque moment difficile. Quand les journalistes lui demandèrent de montrer le symbole de son succès, il sortait ce simple carré de tissu brodé. Là était sa vraie richesse. Les années passèrent vite comme des pages d'un livre feuilleté par le vent. Amélie brilla à l'université, diplômée en sciences économiques, avec une thèse révolutionnaire sur entreprise sociale et réduction de la pauvreté infantile, le modèle Fondation Amélie. Elle refusa des offres de multinationales prestigieuses pour prendre la direction opérationnelle de la fondation, la transformant en modèle étudié et répliqué dans toute l'Europe. Céleste, de son côté, était devenue une des gestionnaires les plus respectées du groupe Dubois. Sa capacité à voir au-delà des chiffres, à comprendre les personnes derrière les statistiques, avait révolutionné la manière de faire de l'entreprise. Mais sa vraie fierté restait la famille qu'elle avait bâtie des cendres du désespoir. Quand les journaux économiques interviewaient le milliardaire philanthrope Antoine Dubois, maintenant septuagénaire mais encore énergique, lui demandant le secret de sa transformation extraordinaire, il racontait toujours la même histoire. Une nuit de pluie, une porte ouverte par hasard, une fillette qui cousait pour le riz. « L'argent n'est que du papier s'il ne sert pas à changer des vies », disait-il, le mouchoir brodé toujours visible dans la poche de la veste.
J'ai dû rencontrer la vraie pauvreté pour comprendre la vraie richesse. J'ai dû voir une fillette travailler pour manger, pour comprendre que mon travail n'avait pas de sens s'il ne servait pas à empêcher que d'autres fillettes aient à faire la même chose. Pendant ces interviews, Amélie s'asseyait toujours à ses côtés. Maintenant trentenaire, mère elle-même de 2 enfants qui grandissaient conscients, mais pas écrasés par le privilège, elle dirigeait la fondation d'une main ferme et d'un cœur ouvert. Elle avait épousé Pierre, un médecin rencontré lors d'une mission de la fondation dans les quartiers difficiles. Un homme qui partageait sa vision d'un monde plus juste. Céleste préférait rester dans l'ombre, mais son sourire serein en disait plus que 1000 mots. La femme qui avait méfié de cet homme trop riche pour être vrai vieillissait maintenant à ses côtés, compagne d'une vie qu'aucun des deux n'avait osé rêver. La demeure d'Antoine était devenue bien plus qu'une maison. C'était un centre névralgique de changement social. Dans le salon, où ne résonnait autrefois que le silence, se tenaient maintenant des réunions de la fondation. Dans le jardin, où ne poussaient avant que des roses d'ornement, prospérait un potager cultivé par des enfants du quartier qui venaient apprendre. Chaque année, à l'anniversaire de cette nuit de pluie, la famille retournait dans cette maison de Belleville, maintenant transformée en centre communautaire. Amélie insistait pour s'asseoir dans ce même coin, maintenant éclairée et chauffée pour raconter son histoire aux enfants du quartier. « Regardez », disait-elle en montrant ses mains, les mêmes qui avaient cousu pour survivre. Ces mains ont fait 2 choses dans la vie. Avant, elles cousaient par nécessité, maintenant elles cousent par amour. Mais c'est le premier qui a rendu possible le second. N'ayez jamais honte d'où vous venez. Utilisez-le comme force pour arriver où vous voulez aller. Les enfants l'écoutaient captivés, voyant en elle non pas la riche directrice de la fondation, mais la fillette qu'elle avait été, qu'elle était encore en quelque sorte. Et parmi eux, toujours, il y avait des enfants qui cousaient ou nettoyaient ou faisaient n'importe quel travail pour survivre. L'histoire se répétait, mais maintenant il y avait quelqu'un prêt à briser le cycle. Un jour, déjà âgé et malade, Antoine appela Amélie à son chevet. Il prit ses mains qu'il avait vues trembler de froid la première fois, et lui donna le mouchoir brodé. « Je l'ai porté sur moi chaque jour », murmura-t-il. « Maintenant, c'est à toi de le porter et de te souvenir. » « Me souvenir de quoi, papa ? Que les miracles naissent dans les endroits les plus sombres, que la lumière la plus faible peut éclairer le chemin, qu'une fillette qui coude pour le riz peut sauver un homme qui avait tout, sauf ce qui compte. » Amélie pleura en tenant ses mains, qu'il avait sorties de l'abîme. Elle promit qu'elle se souviendrait, qu'elle continuerait, que chaque enfant qui cousait dans l'ombre aurait sa chance de lumière. Antoine mourut serein, entouré de la famille que le destin lui avait offerte en échange de sa solitude dorée. Aux funérailles, des milliers de personnes vinrent rendre hommage non pas au milliardaire, mais à l'homme qui avait compris que la vraie richesse se mesure en vie changée. Amélie parla aux funérailles d'une voix ferme malgré les larmes. Elle raconta encore une fois l'histoire de cette nuit, de l'homme trempé de pluie qui avait trouvé refuge et avait offert en échange un avenir. Du mouchoir qu'elle portait maintenant, symbole d'un amour qui avait transformé des destins. « Mon père m'a enseigné beaucoup de choses », conclut-elle, « mais la plus importante est celle-ci. Peu importe à quelle hauteur tu arrives, n'oublie jamais la terre d'où tu viens. Car c'est là, dans la boue et le désespoir, que naissent les plus belles fleurs. J'étais une de ces fleurs, et grâce à lui, j'ai pu éclore. » La Fondation Amélie continua de grandir, devenant un empire du bien qui rivalisait avec l'empire économique qui l'avait engendré. Mais en son cœur demeurait toujours cette vérité simple et dévastatrice. Une fillette qui cousait pour le riz, un homme qui avait eu le courage de voir au-delà, et l'amour qui les avait transformés tous les deux. Les nuits de pluie, quand le vent hurlait et que le monde semblait cruel, Amélie sortait le mouchoir et le regardait. Chaque point lui rappelait le voyage, du désespoir à l'espoir, de la faim à l'abondance, de la solitude à la famille. Et quelque part, dans quelques coins sombres de quelques villes, une autre fillette cousait pour survivre. Mais maintenant, il y avait un réseau prêt à l'accueillir, créé par celle qui avait parcouru cette route et avait promis qu'aucun autre enfant n'aurait à la parcourir seul. Le cercle s'était refermé, mais comme tout cercle qui se respecte,
C'était aussi le commencement de quelque chose de nouveau. L'héritage de cette nuit de pluie continuait à se propager, vague après vague, sauvant des vies qui, à leur tour, en sauveraient d'autres. Car c'est la vraie magie de l'amour. Elle ne s'épuise pas en donnant, mais se multiplie, comme les points d'une broderie qui, un après l'autre, crée de la beauté à partir de rien, comme une fillette qui cousait pour le riz et finit par broder des destins. Si cette histoire t'a touché le cœur, laisse un like. Partage dans les commentaires. As-tu déjà vu comment un petit geste peut changer des destins? Connais-tu des histoires de rédemption qui ont transformé des vies? Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune autre histoire qui prouve que l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables. Souviens-toi, parfois il suffit d'ouvrir une porte, de tendre la main, de voir au-delà des apparences pour créer des miracles. La fillette qui coud dans l'ombre pourrait être la lumière que tu cherchais.